Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 163 déjà, et en duo qui plus est, avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié, et qui est membre de l'équipe de l'Odyssée, Dominique Young. Cher Dominique, bonjour, merci Bonjour. de participer à ce duo. Et le film dont nous allons parler ensemble, eh bien, c'est Monsieur Smith va au Sénat de Frank Capra, un film qui date de 1939. Avant de donner la parole, pour commencer, à Dominique, juste deux mots sur le pitch de ce film, le résumé, si vous voulez, de l'action du film. Qui a été réalisé en 1939, eh bien, un sénateur vient à mourir, d'un État qui d'ailleurs n'est pas mentionné, et ce sénateur, eh bien, il faut le remplacer, et le gouverneur de ce petit État, dont il est le représentant, eh bien, va être contacté tout de suite par un autre sénateur et par un patron de presse, mais en même temps grand capitaliste, qui, d'un cynisme et d'une corruption absolue, pour désigner un remplaçant au sénateur mort. Et finalement, sur proposition d'ailleurs insistante des enfants du gouverneur, eh bien, on va désigner un grand dadé en apparence, qui est le chef des Boy Scouts locaux de la ville, Jackson City, et qui s'appelle Jefferson Smith, et qui est considéré comme le parfait candidat puisqu'il n'y connaît rien, et donc n'y connaissant rien, il sera l'imbécile bienheureux que l'on pourra manipuler, pense tout cet aéropage de vautours et de gens particulièrement cyniques. Et le film nous parle de cette histoire. Dominique, tu as la parole. Ouais, c'est un film en deux parties. Toute la première partie, c'est le naïf, le boy scout qui vient à Washington et qui découvre à la fois la ville, puisque on croit comprendre qu'il vient d'un État très, très rural, et puis qui découvre les ors des États-Unis avec le Capitole, avec la statue de Lincoln Le en mémorial statue, de Lincoln. ouais, c'est ça, en statue du commandeur, et qui est complètement écrasé, tétanisé par la grandeur de l'appareil fédéral. Cette première partie, on le montre très balourd, très naïf, inexpérimenté et courant droit à la catastrophe. Et puis la deuxième partie, c'est le sursaut politique avec une prise de conscience de Smith et puis de sa secrétaire qui est un personnage fondamental, et à eux deux, ils décident de s'opposer à la clique des sénateurs véreux et de leur Manipulation, oui, manigance. c'est ça, avec tous les affaires d'argent qu'il y a derrière. Alors ce qui est intéressant dans le film, c'est de voir ce sursaut avec quelqu'un qui tout d'un coup se sent investi d'une mission, et malgré sa faiblesse et sa fragilité, se dresse quasiment seul pour faire échouer un projet de barrage qui était en fait un projet très lucratif pour ses auteurs. Maintenant, ça c'est la façon un petit peu positive, élogieuse de voir le film. Moi j'y vois quand même une autre, enfin je propose une autre analyse. Pour Capra, c'est une façon un peu facile de vanter la démocratie des États-Unis, parce que bien sûr, ce sénateur arrive à faire triompher les bons et à dénoncer les méchants, mais c'est dans un climat qui est quand même aujourd'hui qui nous paraît très très archaïque. Le Sénat est entièrement composé d'hommes, pas une seule femme. Il y a évidemment
pas de noirs. Il y a quelques noirs qui apparaissent dans le film. Ce sont les porteurs à la gare, hein, qui sont avec les casquettes et les blouses. Et puis, à part ça, on voit un petit gamin qui est parmi les Rangers, là, les Boy Scouts de l'État d'où est originaire Smith. Et c'est tout. Donc, ils sont dans des positions extrêmement subalternes. Et quant aux femmes, elles n'existent, à part la secrétaire, elles n'existent que comme femmes d'eux. Il y a la femme du gouverneur au début qui se moque de son mari. Et puis, il y a un moment donné, à la fin du film, on voit la mère du sénateur Smith qui s'entend avec la secrétaire justement pour faire basculer le vote. Mais il y a la fille du sénateur Renard voilà, Argenté, comme on dit, et puis il y a la secrétaire Clarissa Saunders. C'est ça. Alors la fille du sénateur, elle est chargée d'appâter par ses charmes le sénateur pour le détourner d'un vote crucial. Et le personnage, alors je trouve, moi, peut-être le plus intéressant, c'est effectivement cette Clarissa Saunders, qui au départ est atterré de voir un sénateur aussi naïf et qui petit à petit découvre son honnêteté et se laisse séduire par son honnêteté. Tombe amoureuse de lui. Mais c'est moins l'aspect sentimental que le fait qu'elle fait alliance avec lui. Mais c'est un film typique pour moi de cette bonne conscience des États-Unis qui se met en scène en disant avec les États-Unis, le bien triomphe toujours. Mais encore une fois, on est dans une société qui est hyper raciste en 1939 et ça durera une bonne vingtaine d'années encore avant que les lois anti-raciales ne tombent petit à petit. Et donc il y a une bonne conscience, moi, qui me gêne un peu dans cette façon d'une espèce de plaidoyer pro-domo des États-Unis qui se montre sous ses plus beaux atours. Et si on pense à ce qui s'est passé en 2003, ça n'a rien à voir avec le film, mais quand George Bush et son entourage ont essayé de faire croire qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, c'était le même discours. C'était les États-Unis sont un grand peuple démocratique et ils travaillent pour que le bien triomphe et on va envahir l'Irak pour qu'on construise la démocratie en Irak. Enfin, alors qu'on sait très bien que tout était complètement bidonné, comme dans le film était bidonné le débat sur le barrage qui était la grande cause lucrative des sénateurs pourris. Donc voilà, moi je fais une analyse un peu plus nuancée de ce qu'on lit souvent sur ce film en mettant l'accent là sur cette espèce d'excès de bonne conscience. Alors, je suis d'accord avec tous les constats que tu as faits, y compris concernant George Bush Jr. Pour 2003, mais je me permettrai de mettre un bémol, en toute amitié, cher Dominique. Je pense que Frank Capra ne peut pas être tenu pour responsable d'une situation où il n'y a pas de femme sénatrice, parce que je ne suis pas sûr qu'en 1939, et donc il prend à bras le corps un sujet dans l'état de la société de 39. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas Capra que je mets en cause. C'est cette façon dont les États-Unis, quelle que soit leur faute ou les manques de leur démocratie, se présentent comme étant au pinacle de la démocratie. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que le cinéma, au fond, un film plus exactement, c'est un peu comme une éponge qui absorbe les déterminations et les caractéristiques d'une époque et les restitue. Et aujourd'hui, c'est aussi un document pour nous montrer comment pouvait fonctionner. Maintenant, du point de vue purement cinématographique, il faut dire que dans ce film, réalisé par Frank Capra en est à son 25e film à peu près,
premier court-métrage et puis ensuite les différents longs-métrages qu'il a fait depuis 1922. On est 17 ans après, en 1939. James Stewart aussi est un acteur qui est connu, mais qui... Alors on l'a pas dit, je crois que James Stewart, c'est l'acteur principal qui joue le rôle du sénateur Jefferson Smith. Jefferson Smith. Oui. Et il va obtenir l'Oscar du meilleur acteur à cette occasion. Et lui aussi, il a fait plus d'une quinzaine de films, près d'une vingtaine de films. Et puis, ce personnage qu'on appelle Sanders au départ, et c'est à la fin que le personnage de James Stewart l'appellera Clarissa, joli prénom, et incarné par Jean Arthur, qui est aussi une actrice qui était très très connue et très compétente et qui vient à du l'époque. muet. Et qui vient de l'époque du muet. Une de celles qui ont survécu au passage du muet au parlant. Alors, c'est vrai que dans ce film, il y a un aspect qui est propagande, c'est-à-dire que un aspect de propagande pour faire l'apologie du régime démocratique, parlementaire et tel qu'il est organisé institutionnellement des États-Unis. Mais je voudrais juste rajouter que pour le scénario, Frank Capra a agi, s'est inspiré d'un roman qui d'ailleurs n'avait pas été publié à l'époque, et il a bénéficié de l'aide d'un scénariste qui a fait plusieurs films avec lui, Sidney Bushman. Et ce scénariste était proche, un compagnon de route proche du Parti communiste américain. Et d'ailleurs, à partir des début des années 50, il sera blacklisté, mis sur liste noire, dans le cadre de la chasse aux sorcières développée par le sénateur McCarthy. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des procédés un peu sirupeux, enfin classiques, pour emporter l'engagement du public. C'est un film durant lequel on rit, durant lequel on peut pleurer aussi, mais il y a un aspect militant, parce qu'en 1939, eh bien, déjà à l'époque, il y a une certaine méfiance de la part du peuple vis-à-vis des élites politiques dont une partie de l'opinion publique pensait qu'elles ne se préoccupaient pas tellement des intérêts du peuple, mais davantage de leurs propres intérêts de caste ou de nomenclatura, comme on voudra. Donc ça, c'est quand même bien rendu. Et je trouve que dans ce film, il y a des thèmes qui sont très intéressants. D'abord, il y a une dimension qui est environnementaliste ou écologiste, si vous voulez, parce qu'il y a une préoccupation justement de vouloir respecter la nature et de faire en sorte que la ville se préoccupe du monde rural. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dominique. Oui, il y a un moment donné, il y a un échange en disant est-ce que tu connais l'ondulation des blés sous le vent, des choses comme ça. Il y a un côté un peu lyrique, mais effectivement, on sent que ce sont des Américains hyper urbanisés, effectivement, qui n'ont aucune connaissance de ce que peuvent être les grands États agricoles du Middle West. Oui. Et l'Amérique profonde, d'une certaine manière aussi. Et la deuxième chose, je trouve qu'il y a aussi une présentation, parce que le film a été très, très, très critiqué par les élites à l'époque de sa sortie en 1939. Le film est sorti en janvier 1940 en France, qui lui reprochait une présentation trop à charge du monde de la presse, et toi, qui en es un des plus brillants représentants, oui, les journalistes dans le film sont pas très sympathiques. Hein. Ils cherchent à piéger, ils sont cyniques et ils sont aux ordres. Et ils sont aux ordres de ce méchant Taylor dans cet état dont on ne connaît pas le nom, pour montrer que l'argent est capable de corrompre le monde de la presse. Alors, par contre, il y a une présentation de la presse des correspondants de presse qui sont donc à l'affût des nouvelles au Sénat, qui est, je trouve,
qui n'est pas manichéiste et qui est Là, finalement positive. Ils reprennent leur rôle, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train d'assister à un événement majeur de la vie parlementaire et les professionnels prennent leur rôle parfaitement au sérieux et deuxièmement font bien leur boulot en mettant l'accent justement sur le côté très dramatique de l'instant qu'ils sont en train de vivre. Parce qu'au départ, ils avaient commencé par se moquer de ce jeune Nigaud, en quelque sorte. Grand Nigaud. Et de ce Dadais, des Gingandais. Il l'avait pris en photo et ces photos avaient été terribles parce qu'il faisait des signes de Boy Scout, des grimaces. Il s'est fait piéger. Voilà, il s'est fait piéger par eux. On lui a demandé d'imiter l'oiseau et lui, il a imité l'oiseau. Donc, voilà, et il a été photographié en conséquence. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un garçon aussi qui a ses sensibilités. Quand il vient dans le bar de la presse au Sénat et qu'il distribue un certain nombre de coups de poing à des journalistes, chose que... eh bien, il lui explique. Ils lui disent, voilà, si nous on fait ça parce qu'on sait que... parce qu'on est désabusé, qu'on sait que tout ce fonctionnement de la vie parlementaire du Sénat, eh bien, c'est en apparence c'est très bien, mais que derrière ça, il y a des magouilles, il y a des et donc ils sont, oui, sans attente et désabusés. Et c'est là que lui commence à prendre conscience, au fond, de l'importance qu'il ne suffit pas d'être au Sénat. Encore faut-il maîtriser les règles de fonctionnement, premièrement. Et deuxièmement, mais sur le même plan, deuxièmement que le premièrement, continuer à respecter les valeurs fondamentales de la Constitution. Alors, à ce propos, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, c'est le président du Sénat, que je trouve très intéressant et qui est quelqu'un qui apparaît comme très, très sympathique parce qu'au début, il compte les coups, puis après, finalement, il fait le jeu de... Il a plutôt de la sympathie pour le combat de Don Quichotte. Il se détache complètement des plus cyniques. Et donc ça aussi c'est un élément d'espoir et un peu militant de la part de Capra, en disant que c'est pas impur parmi tous les autres qui sont impurs ou corrompus qui peut sauver la mise, mais qu'il y a lieu de faire confiance dans les ressources d'honnêteté dont sont porteurs la plupart des individus, y compris quand ils sont parlementaires, sénateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est bien, je trouve. Et alors, tu as évoqué cette visite au mémorial Lincoln, et je trouve que là, au fond, c'est pas seulement un Nigaud qui découvre Washington, qui est ébahi par le Capitole. Et d'ailleurs, au passage, c'est intéressant de voir que on voit à l'avance des scènes qu'on verra une fois qu'il y a les complotistes manipulés par Trump qui ont envahi le Capitole. Eh bien, c'est le même décor à peu près, mais en 1939. Voilà, ça c'est quand même bien. Et à un moment donné, il cite la Constitution de 1776, et je trouve que c'est... Alors, je voulais dire d'abord, que c'est quand même bien, Lincoln en 1939, c'est Roosevelt. Roosevelt, c'est, autant que je sache, un démocrate, enfin du parti démocrate. Et Lincoln, autant que je sache, c'est le parti républicain. Oui, donc on voit aussi que là, il n'y a pas cet aspect partisan de politique politicienne dans le film. Et je reviens à Lincoln et à un extrait à la Constitution, qui est cet extrait magnifique d'ailleurs, la Constitution du peuple, pour le peuple, par le peuple. D'ailleurs, sur les textes des constitutions, tous les textes des constitutions nous arrachent des larmes. Et si on lit le texte de la Constitution, si on lit le texte de la Constitution de l'URSS, c'est touchant de bons sentiments. Donc, mais l'application, c'est c'est ce que je veux dire. Mais il n'en reste pas moins que, et tu sais, cette petite anecdote des journalistes encore, pendant la guerre du Vietnam, donc fin des années 60, avait pris un extrait de cette constitution et l'avait distribué au GI, qui était américain, qui était engagé dans la guerre du Vietnam. Et à plus de 70%, ceux-ci avaient répondu, mais ils n'avaient pas mentionné l'origine de ce texte. Ils disaient, mais c'est un texte de propagande communiste, du Viet Cong, du Viet Minh.
Donc ça, c'est intéressant. Et puis, je trouve qu'il y a aussi, du point de vue de la presse, euh, une indication sur les fake news. Puisque les adversaires de Jefferson vont faire croire que, en fait, parce qu'il a un projet très généreux pour les Boy Scouts de sa ville et de son État, en fait, c'est parce qu'il aurait acheté les terrains et qu'il veut donc faire une opération de profit personnel, ce qui est tout à fait mensonger. Et ce qui m'a frappé dans le film aussi, c'est l'importance du rôle des enfants. Peut-être cette confiance qu'il faut avoir aux enfants, parce que la Constitution, elle prône aussi le droit au bonheur, et sans enfants, il n'y a pas de bonheur, évidemment. Eh bien, ces enfants sont un peu comme une anticipation des réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est eux qui influencent le gouverneur pour qu'il choisisse Jefferson Smith. Et les calculateurs vautours disent, bon, ben, pourquoi pas, parce que c'est un grand dadais un peu imbécile heureux, pourquoi ne pas le présenter? Et ce en quoi ils se trompent, il s'avérera qu'ils se seront trompés. Donc moi j'ai bien aimé ça. Bref, c'est un film militant, avec des méthodes cinématographiques un peu de propagande, de plaidoyer, pour reprendre ta forte expression, mais c'est quand même un film qui mérite d'être vu parce que c'est aussi une leçon d'instruction civique sur comment ça fonctionne. C'est un film intéressant dans l'histoire du cinéma, c'est tout à fait intéressant dans la scénographie. Oui. Et il a le culot, peut-être ce côté, cette sympathique puérilité, de croire qu'il faut continuer à espérer dans les vertus d'un système parlementaire représentatif. Et avant de te donner le mot de la fin, cher Dominique, moi ça me fait penser à cette très très belle définition de démocratie par Churchill, lorsqu'il disait que c'est le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. Voilà. Mais ce qui est bien, quand tu parlais de la citation de Lincoln par le peuple, pour le peuple, c'est qu'on voit le peuple dans les galeries. Ça m'a beaucoup frappé. À plusieurs reprises, la caméra se tourne vers les galeries, les balcons, et elles sont noires de monde avec le peuple qui suit en direct les débats du Sénat. Et qui applaudissent. Alors à un moment donné, il y a une vraie, il y a la présence physique du peuple et là, et ça c'est très bien montré par Capra, et c'est en harmonie parfaite avec son propos. Donc un film à voir qu'on a déjà montré à l'Odyssée, et si le ciel nous prête vie, qu'on remontrera volontiers à l'Odyssée. Un dernier mot? Je l'ai dit. Voilà. Hugues, j'ai dit, comme on dit dans les westerns. Eh bien, à très bientôt. Merci. Au revoir. Et merci beaucoup, Dominique.